Voilà, bonjour, il est 12h32 dans le ZCL de ce vendredi de début de mois. De début de mois, nous sommes le vendredi 4 décembre, la veille du week-end, il faut le préciser. La veille du week-end, la veille des élections toujours aussi. Important, et la veille du premier tour. La veille du premier tour de ces élections qui auront lieu. Donc ce week-end, on en parlera probablement largement sur Canal 10. En tout cas, aujourd'hui, nous parlons d'autre chose, puisque nous allons recevoir pratiquement que des femmes, que des jolies femmes. On va commencer par Cynthia Fibel du Mémorial A. Bonjour. Bonjour, je suis ravie d'être avec vous. Mais nous aussi c'est bien la raison pour laquelle on vous invite. On recevra tout à l'heure Christine Kelly pour son ouvrage. Elle n'est pas invitée surprise puisqu'on l'attendait. Elle est à la une de TV Mag. Invitée surprise, c'est son bouquin un peu biographique, tout ça, son épopée de la Guadeloupe aux chaînes de télévision passant par CSA. On va parler avec elle tout à l'heure de tout ça. Et puis nous danserons avec Iman, qui sera là, une danseuse guadeloupéenne, mais qui fait de la danse indienne et orientale. C'est la deuxième fois qu'elle vient. Cette fois-ci, elle sera un petit peu plus explicite. L'autre fois, on l'avait reçue de façon très rapide. Sinon, l'actu, c'est quoi? L'actu toujours là, Dani. Elle continue, elle ne s'arrête pas. Dans les titres de ce vendredi, eh bien, il a atterri hier à 18h45 le vol inaugural de la Norwegian Airlines en provenance de New York JFK s'est posé à Pôle Caraïbes. À bord, eh bien, de nombreux passagers nord-américains impatients de découvrir l'archipel. Nous entendrons leurs impressions dans ce journal. Autre inauguration hier avec le lancement du très haut débit Internet par Mediaserv et pour les professionnels. La première entreprise a donc été raccordée à Jarry par l'opérateur télécom Mediaserv. Et en fin de journal, nous vous emmènerons Danick et Cynthia dans les étoiles. Et oui, à l'occasion de la fête de la science qui s'est ouverte, je le rappelle, hier, nous allons découvrir un atelier assez magique pour les enfants. Un dôme gonflable qui reconstitue la constellation vue de Guadeloupe. Voilà un peu pour le menu de ce vendredi, Danick. Un menu assez chargé, j'espère qu'on pourra le digérer. Oui, certainement. Puis après, on aura tout le week-end pour se reposer. On aura tout le week-end enfin reposer avec les élections. C'est pas très sûr. Disons qu'on pensera à se reposer. Bien, on reçoit tout de suite Cynthia qui commence à être une habituée puisque c'est la deuxième fois, Cynthia, que vous venez ici. Tout à fait. Bon, c'est pas la dernière. J'espère pas. Bon. En tout cas, je m'habitue également. Vous prenez l'habitude alors. Cynthia, en bonne compagnie. Oui, c'est la chargée de c'est la programmatrice du Mémorial Act que vous connaissez. Donc on ne va pas encore vous refaire le cours d'histoire sur le Mémorial. Et on va laisser poser la première question par Céline. Eh bien moi je pense au mois de décembre et je pense bien les fêtes de Noël, ça va être très familial. Alors est-ce que le Mémorial Act va adapter un petit peu sa programmation d'abord aux vacances scolaires qui arrivent en fin d'année et puis par rapport aux festivités, est-ce qu'il y aura davantage de choses au menu? Alors, pour la programmation du Mémorial Act, on reste quand même sur des rendez-vous réguliers. En fait, l'idée aussi qu'on s'habitue à ces rendez-vous comme le Bail-la-Voix, par exemple. C'est vraiment ce rendez-vous de l'oralité sur le morne mémoire. Et effectivement, le dernier Bail-la-Voix de l'année est consacré en fait à ces festivités autour de cette fin d'année. Donc Noël, la magie, on parlait d'étoiles. Donc c'est vraiment rentré dans cet imaginaire aussi qui est un imaginaire à la fois créole et celui du monde. Donc ça a lieu donc le dimanche après-midi, donc c'est complètement propice aux balades en famille comme vous l'évoquiez, donc c'est parfait. C'est un rendez-vous familial aussi. Exactement. Donc c'est une belle traversée aussi parce qu'on longe la passerelle, on a toute cette vue aérienne du site, donc c'est vraiment magnifique. Et pour justement un prix complètement symbolique pour le coup, puisque c'est simplement 2 €. Et donc, le premier rendez-vous, c'est le 13, dimanche 13, donc avec Ogi Senbitako. Et lui, en fait, qui est à la fois comédien, écrivain, conteur, en fait, il va parler de l'amour. Donc, c'est bien pour avant les fêtes de fin d'année quand même. Donc, et en fait, il va parler aussi de l'amour dans la langue créole, c'est-à-dire voilà comment on manie la langue. Les mots pour dire l'amour. Voilà, les mots pour dire l'amour. Donc, c'est vraiment un rendez-vous où tout le monde devrait. Il ne faut pas rater ça. Certainement pas. À ne pas rater. Et donc, le 27, donc le dernier rendez-vous sur le morne mémoire, donc ce rendez-vous aussi des imaginaires autour justement de l'embellie de Noël.
Et entre ces deux rendez-vous-là, donc on propose donc au public de venir en fait à une initiation et en même temps tout un travail sur la transmission de la danse avec donc François Ladrizo. Enfin, c'est un programme qu'on a avec lui en fait une fois par mois. Donc c'est le 20 décembre et ça c'est sur un autre espace en fait inexploré parce que les publics n'ont pas toujours accès à ce lieu-là qu'on a appelé la terrasse événementielle. Donc où cette terrasse ? Elle est en fait au premier étage. Quand vous arrivez au mémorial pour aller vers l'accueil, il y a ce totem potomitan, l'arbre. Vous l'appelez l'arbre de la liberté ? C'est l'arbre potomitan. L'arbre potomitan, d'accord. Qui nous positionne au beau milieu du monde. Tout à fait. Donc, quand on traverse, en fait, on monte les escaliers, on arrive en fait sur un espace qui n'est pas ouvert au public en général, mais une fois par mois, on va ouvrir cet espace et qui donne sur la Darse. Donc une vue magnifique à découvrir. Donc si vous avez fait l'exposition permanente, les expositions temporaires, vous avez découvert tous les lieux, il y a encore des lieux à découvrir, des espaces insoupçonnés. Et donc là, avec François Ladrizo et Raymond Pater-Taurin, donc qui a écrit à l'époque en fait un livret sur apprendre à entrer et danser en la Ona les Roses. Donc c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on peut-être qu'on ne devient pas un professionnel de la danse en sortant de là, mais l'idée c'est vraiment d'être sur ce travail de transmission et ce lieu qui est justement un lieu de mémoire, il a à charge aussi de travailler justement avec des artistes du territoire, de développer cette identité du territoire et de donner aussi une vision de ce qu'est en tout cas le bouillonnement artistique donc du pays Guadeloupe, tout en explorant en même temps la Caraïbe et d'autres rythmes. Donc j'espère vraiment que ce voyage dansé sera applaudi. En tout cas, la première édition a beaucoup plu, c'était en septembre dernier. Et de fait, on a décidé que ce serait un rendez-vous mensuel puisque les publics ont été vraiment conquis par ce projet, en fait, qui est d'ailleurs une invention pure, parce qu'on a discuté de ce projet avec François Ladrizo, et c'est né un peu d'une improvisation. En fait, ce rendez-vous dansé s'appelle Kalakaswe. Donc autour du Kalakaswe. Ah oui, bien sûr, Kalakaswe. Oui, donc Kalakaswe, le 20 décembre, c'est à partir de 16h et jusqu'à 18h. Donc vraiment le moment aussi de libérer des énergies, de rentrer dans la danse et de vivre un instant magique. Bien. Alors, j'ai envie de vous dire, parce qu'il y a une exposition permanente au mémorial. Qu'est-ce qu'elle devient, cette exposition permanente, pour les gens qui n'ont pas encore vu? Est-ce qu'il y a encore possibilité de la voir? Ah, tout à fait. Ben justement, ce sera vraiment le cœur de cible de cette fin d'année. Donc, comme je vous l'ai dit, on a 3 événements à venir. 3 événements, donc le Bail la Voix, ce rendez-vous de l'oralité et le Kalakaswe, donc du 20 décembre. Mais toute l'énergie, en tout cas, de nos équipes d'accueil va être concentrée sur l'accueil des publics, justement. Ce sont les vacances. C'est l'occasion de profiter à la fois d'être dans ce parcours, parce qu'à la fois, il y a des éléments peut-être parfois difficiles à ingérer, parce que c'est une histoire lourde, mais la scénographie même de l'exposition permet une déambulation à travers ce dispositif qui est comme un voyage, une traversée d'île en île. La scénographie est vraiment d'île en île. Et donc moi j'invite vraiment toutes les personnes qui n'ont pas encore vu l'exposition permanente. Venez, on est ouvert toute la semaine, du mardi au dimanche, sur des horaires et des amplitudes en tout cas qui permettent une belle latitude de programmation, donc en général de 9h à 19h, et le vendredi et le samedi de 9h jusqu'à 20h pour ceux qui finissent tard, hein, donc c'est des horaires plus ou moins adaptés, le dimanche notamment de 10h à 18h. Cette exposition traverse différents temps forts, bien sûr, la traite, les esclavages. On a aussi tout un pan sur les résistances, les révoltes, mais il y a des choses aussi sur l'imaginaire des mondes créoles. Il y a le jardin créole, le monde des Amérindiens. Je pense que
même pour des fins connaisseurs de l'histoire, il y a toujours des choses à découvrir. Et c'est un lieu dense. Je pense qu'il faut prévoir à peu près 2 heures pour la visite. C'est vraiment un bon moment à passer en famille, avec les enfants. C'est vraiment le moment aussi, je pense, pour toute la Guadeloupe d'aller au rendez-vous de son histoire et au rendez-vous de l'histoire dans l'absolu. D'accord. Oui, peut-être un mot, justement, on va en parler tout à l'heure, enfin j'en parlais dans les titres de ce fameux vol qui relie désormais, enfin jusqu'au mois d'avril pour l'instant, New York et 2 autres destinations, Boston et Washington, à Pôle Caraïbes. Est-ce que c'est une bonne nouvelle, j'imagine, bien sûr pour le Memorial Act, mais est-ce que vous avez prévu quelque chose pour essayer de capter un petit peu ces touristes qui vont descendre Alors tout à fait, parce que le Memorial Act, effectivement, il est installé donc à Pointe-à-Pitre, mais il est à vocation mondiale en fait. C'est vraiment aussi le centre caribéen. Donc il y a ce rendez-vous avec la Caraïbe et ce rendez-vous avec le monde. Le Memorial Act, effectivement, ce n'est pas que la programmation artistique et culturelle, c'est avant tout un projet scientifique, c'est une valorisation du patrimoine et de la documentation, c'est un service de communication, un service d'accueil, donc en lien justement avec les publics, un service de médiation culturelle qui est là aussi pour créer cette passerelle entre les contenus de l'exposition et les publics, les accueillir. Oui, il y a effectivement une boutique, vous pouvez acheter même le petit catalogue. Un beau petit livre qui reprend justement toute la scénographie et tous les contenus. On a beaucoup travaillé avec des auteurs référents. Donc il y a toute cette histoire et tous ces imaginaires qu'on peut retrouver dans le livre. Et pour revenir très concrètement donc à des publics qui sont des publics de passage ou des touristes, il y a de vraies actions qui sont menées donc avec notre service de communication, service de marketing. Il y a de vraies, en tout cas, dynamiques d'approche justement de ces publics-là pour les faire entrer aussi dans l'univers du Memorial Act, mais surtout dans l'histoire de la Guadeloupe et l'histoire du bassin caribéen, puisque toutes les personnes qui foulent la terre de Guadeloupe doivent repartir justement avec une vraie connaissance de notre histoire et qu'on en finisse justement avec les cartes postales, c'est-à-dire qu'on n'est pas simplement dans une vision doudouiste de l'île. Il y a la mer, la plage, des cocotiers. C'est peut-être un paradis vivant, mais vu de l'extérieur, c'est un lieu qui bouge, c'est un lieu où les gens travaillent, c'est un lieu où des dynamiques sont en tout cas en lionnage. Et donc, toute cette effervescence et tout ce bouillonnement culturel, ben justement, le touriste doit être le premier justement à pouvoir être porteur de ça, parce que autant en tant que Guadeloupéens, on est les ambassadeurs de notre histoire, mais toutes ces personnes qui viennent qui vont repartir aussi. Vont repartir. Donc nous, on fait les artistes invités, les écrivains. Dernièrement, par exemple, nous avons reçu Vincent Segal, qui était en lien avec Roger Raspail, Alain Mabankou, enfin toutes ces personnes, Dan O'Brien, enfin toutes ces personnes qui sont venues ont assisté, ont visité le lieu, ont proposé aussi leur propre vision du monde, mais ils ont assisté par exemple au Les Roses. C'est une partie de la Guadeloupe qui part avec eux. Et en fait, le souhait en tout cas de toutes les équipes qui travaillent au Memorial Act et aussi du président, c'est que ce mémorial soit une image de la Guadeloupe. Et c'est pour ça qu'on voudrait vraiment que les gens viennent. Et même pour les artistes, moi je parle en tant que programmatrice, l'idée c'est vraiment d'être dans ce tissu, d'être dans cette science sociale, j'ai envie de dire, d'être dans cette transpiration de ce qui se fait dans le pays. Vraiment d'être à l'écoute, d'aller aussi hors les murs. C'est-à-dire que le mémorial n'est pas que le mémorial à Pointe-à-Pitre, mais on a vocation à faire ce qu'on a appelé en interne les randonnées de la mémoire. Donc ça veut dire que de plus en plus le mémorial va s'installer dans la vie sociale et culturelle guadeloupéenne. C'est ça le projet. On veut s'installer dans le cœur des Guadeloupéens, parce que les Guadeloupéens font le mémorial. Donc on veut aussi écouter ce que la population a à dire et ce que les artistes ont à dire. Alors donc à la fin de l'année, avec toutes ces manifestations, est-ce que, Cynthia, avant de se quitter, vous pouvez nous dire quelques petits mots sur ce qui est à venir ?
Alors, à venir, 2016, c'est bientôt? À venir, donc il y a toute une programmation qui sera encore une fois dessinée, esquissée, déclinée à partir du projet scientifique, donc toujours à partir de l'exposition permanente. On y revient parce qu'elle est à elle-même tout un bassin de possibles. Donc, comme je le disais, les migrations, les syncrétismes, l'histoire des grands hommes, par exemple, qui va être revisitée avec donc des séries de projections, par exemple, sur les hommes qui ont marqué les mouvements de liberté. Je peux peut-être le dire aussi, il va y avoir des spectacles de danse, tout un travail sur la notion de danse et musique de résistance. C'est tout le mois de janvier ou tout le premier trimestre? Sur toute l'année, et particulièrement à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'août. Oui. On sera vraiment focalisé sur la musique et les musiques en fait qui ont emprunt et dynamiser la musique contemporaine aujourd'hui et qui découle justement des musiques afrodescendantes. D'accord. Alors, j'ai cru comprendre, j'ai entendu ça vaguement quelque part, vous êtes programmatrice, je pose la question, la venue prochaine d'Oprah Winfrey, c'est dans l'air? Bah, écoutez, c'est peut-être dans l'air, mais enfin, les choses se dévoileront petit à petit. Je n'ai pas de... En tout cas, Jacques Martial nous aviez confié qu'il souhaiterait vivement la voir. Oui, voilà, parce que le président, il a sa ligne, il a ses invités. Il a ses contacts. Ah oui, mais bien sûr, puisque en même temps, c'est quelqu'un de très actif et qui a la volonté de dynamiser ce lieu et de faire justement que ce terreau, ce bassin de possibles se développe. Et donc, nous en appelons à toute la population, en tout cas pour prendre vraiment conscience, parce que je pense que les personnes qui n'ont pas encore vu l'exposition, et ça, je veux dire que ça s'applique à tout domaine, toute discipline, c'est-à-dire que même on parlait de cinéma tout à l'heure en aparté, quand on n'a pas vu un film, quand on n'a pas vu une pièce de théâtre, il est difficile d'avoir un vrai regard critique. Et je pense que toute personne qui voudrait avoir un regard critique, pertinent sur le Memorial Act, ils doivent venir visiter. Donc si on a 400 000 habitants, il faudrait que 400 000 habitants viennent au Mémorial, et là on pourra commencer à discuter. J'ai même envie de vous dire, c'est aussi important que les Guadeloupéens prennent possession du Mémorial que des touristes étrangers. Ah oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a un proverbe africain que j'aime bien qui dit que quand le lion racontera l'histoire de la chasse, c'est-à-dire qu'il y a l'idée que souvent on a été dit dans le regard de l'autre, on dit par l'autre, c'est-à-dire que même nous, quand on parle par exemple d'exotisme, quand on parle de, voilà, on dit ah oui, ce sont des fruits exotiques. C'est pas fondamentalement exotique puisque c'est à nous l'exotisme, c'est cette notion d'ailleurs. Donc aujourd'hui, le Mémorial est ce premier outil qui permet d'écrire, de mettre en écriture notre histoire, et elle s'écrit à partir de nous. Et là, j'appelle vraiment à tous les porteurs de projets, tous les artistes, que personne ne devrait se positionner contre ce lieu-là, mais avec ce lieu-là, et commencer à dire aujourd'hui comment vous voulez écrire l'histoire de votre pays. Oui. Et le pays Guadeloupe s'écrit ensemble. Bon, alors on le dira à quelques personnes. Je n'ai pas pensé hier, il était là, le dire à Domota, mais je le dirai la prochaine fois qu'il reviendra. J'aimerais bien qu'il vienne au Mémorial. Il viendra, ne vous inquiétez pas, je suis sûr. Dernière question, Cynthia, et on va vous laisser partir. Cela dit, en plus, je l'ai vu, mais magnifiquement dans le spectacle de Mario Coco. En plus, oui, je sais. Voilà, justement sur ces grands personnages. Et moi, je les ai imaginés dans la galerie des portraits qu'on a dans l'exposition permanente. Dernière chose, on va vous laisser partir là-dessus, il est 12h51. Globalement, de mai à décembre, le bilan il est satisfaisant? Très satisfaisant, oui. Des rendez-vous, des spectacles, tout à fait, des expos. Exactement, parce que c'est vraiment un projet qui est inscrit dans la transversalité. On l'a dit et redit, l'exposition permanente, autour de cette exposition permanente, tout un ensemble de médiations, de rendez-vous autour de la culture, de la mémoire, de l'imaginaire. La programmation elle-même
axé sur des projets scientifiques, sur des rencontres à la fois avec des auteurs référents, l'histoire de l'art, l'histoire en tout cas des civilisations, et puis d'autres thématiques beaucoup plus ouvertes. Oui. Je veux dire que sur tous les terrains, il y a eu vraiment des mobilisations avec les scolaires aussi. Là, je fais référence par exemple à un travail d'écriture qui a été fait dans le cadre du Festival Écriture des Amériques que nous avons accueilli. Et là, c'était un projet innovant parce que c'est ça aussi, qu'on produit nos contenus, mais quand on rentre en collaboration avec des projets existants, il y a aussi cette idée de créer de la singularité. Et ce projet en particulier, la nouveauté, c'était de travailler avec la jeunesse, d'impulser, enfin de revenir encore à cette question de la transmission que j'ai évoquée. Et il y a eu des ateliers avec Gisèle Pinault. Et notamment le collège de Kermadec, le lycée Carnot, il y a eu d'autres mobilisations, par exemple sur Bémao. Donc c'est des élèves qui venaient d'un peu partout et qui ont justement reçu cette espèce de flamme et se dire que voilà, quelque chose est possible. On peut impulser justement à cette jeunesse une motivation et dire que c'est cette jeunesse qui va construire le pays aussi. Donc voilà, des projets comme ça, enfin travailler avec la Ligue des droits de l'homme, le Festival international du film des droits de l'homme, enfin éveiller des consciences. Parce que j'ai vu vraiment des élèves être saisis d'une conscience nouvelle, parce qu'on a travaillé avec des gens comme Steve Gadet, enfin des sociologues, des historiens qui sont venus échanger avec les élèves et avec les publics, enfin des soirées mémoire, des soirées autour de d'autres douleurs en fait, parce que finalement il n'y a pas d'échec dans la douleur, mais le génocide rwandais, le conflit entre Haïti et Saint-Domingue, enfin toutes ces questions qui sont des questions fondamentalement d'actualité, dont doit s'emparer toute la population, voilà. Merci. Donc Cynthia, on a noté tous ces rendez-vous et je pense que le public qui nous regarde et qui vous a écouté avec la passion qui vous anime et qui vous habite. Oui, on le sent très bien. Ah oui, pour ça, c'est une très bonne vendeuse. Et je pense que le mémorial a bien fait d'avoir une personne comme ça pour vendre ses projets et ses réalisations. En tout cas, merci. On vous retrouvera probablement au mois de janvier pour parler de la suite de cette programmation. Avec un très très grand plaisir. Toujours avec le même plaisir partagé. Et donc, on continuera. Il est 12h54 et Céline, au moins le premier titre d'information avant de recevoir tout à l'heure Christine Kelly qui est déjà là et qui nous attend. Je vous le disais en titre, il a atterri hier à 18h45. Le vol inaugural de la Norwegian Airlines en provenance de New York JFK s'est posé à Pôle Caraïbes. À bord, de nombreux passagers nord-américains impatients, bien sûr, de découvrir l'archipel. À bord de ce Boeing 737, le directeur commercial de la Norwegian Airlines, Lars Sant, était accompagné d'une délégation du CTIG, le comité de tourisme des îles de Guadeloupe, mais également de journalistes du New York Times, du Washington Post ou encore du National Geographic. On va entendre les commentaires de tout ce petit monde à la sortie de l'avion. J'ai vu beaucoup d'Américains, quelques Canadiens et quelques originaires de Guadeloupe. Mais beaucoup de personnes étrangères, entre guillemets, qui viennent de ce continent américain. Voilà, donc pour moi, il y a beaucoup de symboles aujourd'hui. C'est un jour extraordinaire. Et c'est vrai qu'il faut marquer le coup. Bah oui, une réussite, oui, il est parti à l'heure, une belle inauguration, un avion très bien rempli, donc on est très contents. Les prix des avions étaient très très intéressants, donc en plus c'est le début de la low season encore, donc on a encore des bonnes offres en termes d'offres hôtelières, donc ça fonctionne très bien, on est contents. Well, yeah, my little Nina's birthday is tomorrow, and this airline here, they had a wonderful deal. So, and we read about your country and the food and the culture. We're from Jamaica. We're born in Jamaica, I should say. So it's just like our sister island almost, you know? So we're excited to be here. And what you gonna do here? What are we gonna do here? Well, first, it's the markets. We definitely want to check out the local fruits because where we live up north in the US, there's nothing right now. The mangoes, hopefully you have pineapples and mangoes and more mangoes. And what else, Joe? What fruits do you want? We're fruitarians. J'ai toujours voulu venir à Guadeloupe. J'ai vu que le prix était bon. Et j'ai dit à la famille, allons-y. Oh, je vais à Paris tout le temps. Donc voilà pourquoi on connaît un peu Martinique, Guadeloupe sur le map.
Et comme c'est son anniversaire, j'ai dit ok, c'est un bon week-end pour aller avec le prix, tu vois, il n'y a pas de problème. Comment avez-vous justement mobilisé l'attention des Américains? Par des campagnes accrues sur le net, dans la presse, beaucoup de parutions télé, dans des shows, enfin tout pour augmenter la visibilité de la destination sur Boston, Baltimore et Washington. I'm with 3 of my friends and we just wanted to do a getaway. It's warm down here right before the holidays, so I'm here with my 3 friends. We'd heard about it through a travel special. We just Googled from Boston and this came up. We're going to stay in Basse Terre and we're going to do a hike tomorrow in the volcano, Soufrière, and just relax on the beach and explore. Voilà, presque 13h dans le ZCL. On va prendre une courte page de publicité avant de retrouver une invitée surprise, pas tout à fait surprise, puisqu'il s'agit de Christine Kelly. À tout de suite. Voilà, il est 13h03, on vous l'a dit, on vous l'a répété, ça y est, elle est là. Christine Kelly est avec nous, bonjour. Bonjour. Je ne sais pas s'il faut vraiment vous présenter Christine Kelly qui a débuté pas loin d'ici à la télévision en Guadeloupe. Elle a fait Guadeloupe première et puis après elle a voulu continuer ses études et s'ouvrir au journalisme à l'IUT de Bordeaux et après ça a été LCI. Exactement. Et puis, pour faire simple. Pour aller vite, on s'en parlait de Sud-Ouest, etc. Oui. Et donc ça a été la montée fulgurante, la première blague, comme on disait à l'époque, sur un JT français. National. Ça a dû faire quelque chose quand même. Oui, en fait, je me suis retrouvée comme étant la première femme noire à présenter le journal au niveau national, mais ce n'était pas un objectif en soi. Ouais. C'est-à-dire que voilà, j'ai continué après avoir fait mon école de journalisme, envoyé des CV, etc. Je suis arrivée à LCI et finalement, voilà, je me retrouve comme telle. Oui. Il n'empêche que voilà, ce n'était pas un objectif, c'était une surprise. Et puis voilà, j'ai continué ma route sans en faire ni un fardeau, ni un drapeau, de ma couleur de peau. Parce que je trouve que c'est ni avantageux et ni... Oui. Ce n'est pas plus un honneur que ça de se dire qu'on est noir, donc on est la première noire, donc on a une fierté. Non, c'est une continuité. Je pense que voilà, j'ai vraiment insisté, en tout cas lorsque je suis arrivée à LCI, pour dire que je suis journaliste avant tout, avant d'être journaliste noire. Et d'ailleurs, c'est à la même époque que Roselma qui arrive à TF1, et je crois qu'à un moment, on a hésité entre Christine Kelly et Roselma pour être joker à TF1. Oui, en fait, ils ont plutôt hésité entre virer Patrick Poivre ou bien Thomas Hugues ou bien Laurence Ferrari, les deux. Voilà, entre les deux remplaçants. Et finalement, ils se sont dit que ça serait peut-être plus facile de virer Thomas Hugues, donc de remplacer par un homme. Cela dit, l'essentiel, c'est qu'il y ait quelqu'un de la communauté. Et voilà, Harry Roselmack, c'est un très très bon ami et je suis très 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 contente qu'il soit allé à TF1, très contente. Alors, je vous le disais tout à l'heure, Christine Kelly, en tant que femme et en tant que journaliste, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre ouvrage. Et donc, vous racontez aussi beaucoup les arcanes, votre carrière, les arcanes de la télévision. Mais il y a une partie aussi très personnelle de votre parcours. Vous commencez à votre enfance en Guadeloupe. Alors, comment c'est venu ce choix d'écrire sur vous, tout simplement, à un moment donné? Quel a été le déclic un petit peu? Le déclic, c'est premièrement le fait que cela fait 7 ans que mon éditeur me demande d'écrire sur moi. C'est une première chose. Sans compter que beaucoup de personnes me demandent d'écrire sur mon parcours. Tout le temps, je disais que je ne voyais pas l'utilité, etc. L'éditeur a beaucoup insisté. Je lui ai proposé un livre sur les médias et il a dit non, cette fois, tu me fais un livre sur ton parcours. Deuxièmement, lorsqu'on écrit un livre sur soi, c'est lorsqu'on est à la retraite. Je suis à la retraite du CSA. Une jeune retraitée, mais quand même à la retraite. Je pense qu'on a des choses à raconter à partir du moment où on est à la retraite, un virage de sa vie, un tournant professionnel. Cette année, j'ai eu du temps. J'aurais pu écrire pendant que j'étais au CSA, mais j'ai préféré me donner vraiment à ma carrière et à mes dossiers et attendre la fin de mon mandat pour écrire. Et puis, troisième point, la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre, c'est que tout le temps, on me demande de parler de mon parcours devant des jeunes lycéens, devant des jeunes collégiens, devant des femmes d'affaires. Je l'ai fait devant des femmes d'affaires à Nantes il y a quelques mois. J'ai fait devant des hommes et des femmes d'affaires à Bordeaux en septembre. Je l'ai fait devant souvent des chefs d'entreprise à Paris, à l'hôtel Le Bristol il y a 4 mois, devant 300 hommes d'affaires. Donc,
je me suis dit pourquoi pas, peut-être que ça pourrait intéresser. Cela dit, en toute humilité, ce n'est qu'un parcours, une portion de vie. Ça ne veut pas dire que c'est l'exemple à suivre, mais c'est juste une portion de ma vie. Ça peut susciter des vocations. En tout cas, ça peut susciter, c'est vrai. Quand même. Surtout dans notre pays où il manque quelquefois de journalistes. Alors donc peut-être. Oui, je pense que moi j'en ai souffert aussi de ne pas avoir d'emblème, de ne pas avoir su depuis plus jeune, à 14 ans, que j'avais envie d'être journaliste. Quand on est aux Antilles et tu as 14 ans, que tu n'as pas d'école de journalisme, pourquoi est-ce que tu penses à être journaliste? Donc voilà, si je peux au moins susciter des carrières, tant mieux, tant mieux. Alors, juste un petit point, en 2009, on a beaucoup parlé de vous comme futur ministre. C'était quoi? C'était une info ou une intox à l'époque? C'était, moi je pensais que c'était une intox et finalement c'était une info. C'était une vraie info finalement. À 3 fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? En fait, le chef de l'État de l'époque, Nicolas Sarkozy, m'a fait savoir par plusieurs biais qu'il voulait, par 3 personnes différentes, et lui c'était la dernière personne aussi à me l'avoir demandé une 3e fois, pour être ministre. Voilà. Mais je venais d'arriver. Exactement, parce qu'il voulait pour la première fois nommer quelqu'un de l'outre-mer à l'outre-mer, ce qui était une révolution. Oui. Cela dit, je venais d'arriver au CSA, je trouvais que c'était trop tôt, je trouvais que c'était pas non plus une fin en soi que d'être ministre. Et j'avais un mandat, je voulais aller jusqu'au bout de mon mandat, celui de membre du CSA. Donc maintenant que vous êtes à la retraite, vous pouvez embrasser la carrière de ministre si le téléphone sonne? Alors Nicolas Sarkozy aussi est à la retraite. Oui. Retraite, il n'est pas chef de l'État, il n'est pas en position de me proposer d'être ministre. Cela dit, non, mais c'est pas ça. Je rigole, mais je veux dire que c'est pas un objectif en soi d'être ministre. Regardez, j'aurais été ministre, je ne serais plus pendant longtemps. J'ai été 6 ans membre du CSA, j'aurais pas été 6 ans ministre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc souvent, c'est quelque chose qu'on me demande. Est-ce que c'est un objectif en soi que de faire de la politique? Non. Est-ce que en passant, peut-être, mais franchement, c'est pas mon objectif, vraiment pas. D'accord, c'est bien. Peut-être moi je reviens un petit peu sur ce que vous racontez dans l'ouvrage et donc vous avez un côté très vous avez foncé souvent pour avancer, mais j'ai remarqué aussi, je sais pas, vous allez me dire que vous étiez quelque part très réfléchi et très prudente dans les choix justement de carrière que vous avez fait. Alors il y a ce côté fonceuse, mais aussi très réfléchi sur, on dit souvent, il faut savoir saisir les opportunités au vol, mais il faut aussi se poser et réfléchir 2 secondes. Entièrement d'accord. Je pense qu'il faut prendre la bonne décision et se dire que la vie est longue. Elle est courte à la fois et elle est longue. C'est-à-dire se hâter pour aller prendre par exemple le journal de France 3 qu'on m'a proposé et puis rester peut-être uniquement 2 ans à ce journal télévisé. Est-ce que ça vaut le coup? Se hâter pour répondre oui à un poste ministériel qu'on vous a proposé pour que 2 ans plus tard vous ne soyez plus ministre, est-ce que ça vaut le coup? Il faut réfléchir. Je pense qu'il faut aussi savoir se dire que son chemin, c'est son chemin. Ce n'est pas celui d'un autre. On peut prendre du temps, plus de temps qu'un autre, mais c'est son destin. On peut avoir un poste à 50 ans alors que d'autres l'ont à 25 ans, mais l'essentiel c'est que c'est son chemin. Et j'ai appris dans ma vie à respecter ma route, mon chemin, mon destin. D'ailleurs, vous ouvrez l'ouvrage avec une phrase de Sartre, je peux la lire, je vais la lire. L'important n'est pas ce qu'on a fait de moi, mais ce que je fais moi-même de ce qu'on a fait de moi. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on arrive sur un tel quel. Est-ce qu'on a demandé d'être tel qu'on est, d'avoir ce nez-là, cette bouche-là, cette couleur de peau, ce visage, ce menton, ces parents, cette famille? Non. On n'a rien choisi. On arrive tel qu'on est. Cette éducation, ce poids familial qu'on a plus ou moins lourd, plus ou moins fort, plus ou moins serré, corseté ou pas? Non. Après, on fait avec ce qu'on a. Et qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on a fait de nous? À nous d'en décider. Et je pense que j'ai fait de ma carrière ce que j'avais envie d'en faire. Même si au départ, ça a été difficile. Même si pour les Noirs, ce n'était pas facile. Même si pour les journalistes femmes, c'était compliqué. Mais femmes, journalistes noires, tout ça, c'était compliqué. Et j'ai décidé d'en faire quand même ma carrière. Donc on revient un peu sur le paysage audiovisuel français aujourd'hui. Oui. Alors vous dites LCI, c'est que LCI passe par des moments plus ou moins difficiles. Oui. Finalement, la chaîne, elle va tenir ou pas? Alors là, on aura la réponse là normalement mi-décembre. Oui. Je ne veux pas me prononcer à la place des membres du Conseil, d'autant plus que je suis encore une petite étiquette CSA. Mais ça devrait se décider là, oui ou non, je ne sais pas du tout. D'accord. Alors, avant fin décembre. Avant fin décembre. Alors globalement, sur le paysage médiatique français aujourd'hui, télévisuel, qui est en mouvement, qui n'arrête pas. Perpétuel mouvement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui la presse française soit dans cette situation?
Ah ben, il faut dire que l'audiovisuel, déjà, c'est un magma très compliqué. Oui. On n'a pas l'air comme ça, mais avec de nombreux acteurs. Oui. Les producteurs, les chaînes télé, les chaînes locales, les radios, etc. De multiples acteurs, premièrement. Oui. Deuxièmement, une explosion du numérique qui fait tout changer, à une vitesse grand V. Regardez encore Alain Veil, avec Altis, avec tous les groupes, tous les mouvements qu'il y a. Regardez comment Bolloré se place. Regardez Canal Plus aujourd'hui, pratiquement, on va dire. Alors, je ne sais pas si on peut dire en difficulté. Pour le sport, au moins pour le foot. Alors oui, pour le foot, on est d'accord. Mais il faut se méfier, hein, parce que, voilà, il faut se méfier aussi. On parlait de la vitesse à laquelle vont les choses. Vincent Bolloré, c'est aussi quelqu'un, que je vois d'ailleurs la semaine prochaine, c'est quelqu'un qui a du recul sur les choses. Ça fait des années qu'il se renseigne vraiment sur les médias. Il va injecter 2 milliards d'euros dans Canal+. Alors, peut-être que c'est une défaite apparente. Cela dit, c'est certainement une défaite apparente. Et peut-être qu'il va rebondir après. Mais c'est une lourde défaite. Après, il va refaire peut-être rebondir le coup. TF1 perd son président, Nonce Paolini. M6 va perdre son président dans 10 mois. France Télévisions vient de changer de présidence. On voit que tout change. Radio France, qui a eu une longue grève d'ailleurs. Voilà, etc. Donc, tout ça, c'est en mouvement. Et sur quoi on se base aujourd'hui? C'est-à-dire que tout est en mouvement et on ne sait pas à quoi ça ressemblera. Sur le numérique. On ne sait pas à quoi ressemblera demain. En fait. C'est la vraie révolution. Mais qui arrive tardivement en France ou quoi? C'était pas préparé parce qu'on a mais on n'a pas voulu voir. On n'a pas voulu voir. On voit les journalistes, même la presse écrite, on a l'impression que les journalistes de la presse écrite n'ont pas anticipé. Les journalistes de la presse écrite, vous nous connaissez, nous journalistes, cher Dany, on est les premiers réticents à se dire mais non, on ne veut pas aller sur le numérique finalement. Quand le numérique arrive, on est obligé d'y aller, mais on n'a pas envie au départ d'y aller. Combien de presse écrite, Le Parisien, L'Équipe, etc., ils ont voulu aller sur le net, les journalistes ont fait de la réticence, etc. Regardons l'Express qui est en train de souffrir, qui vient de se faire racheter par Patrick Drahi, et regardons comment le modèle économique de la presse écrite n'a pas encore été trouvé. C'est très compliqué, mais ni en France ni aux États-Unis. C'est très compliqué. Il faut faire avec le numérique, mais le numérique ne fait pas gagner d'argent. Donc jusqu'où on va? Je pense que comme les taxis et Uber, comme Amazon et les librairies, il faut faire que l'audiovisuel fasse attention à la révolution numérique et ne pas rester en dehors du chemin, sur le bord du chemin. D'autant plus qu'on a des textes, on est très, très, très corsetés justement dans les textes législatifs sur l'audiovisuel, et il ne faudrait pas que ces textes nous empêchent d'être compétitifs au niveau européen et mondial au niveau de l'audiovisuel. Et pour l'instant, c'est le cas. Et justement, pour continuer sur un petit peu sur ce paysage audiovisuel au niveau des chaînes d'information continue, est-ce qu'elles vont de votre point de vue, elles vont continuer à se multiplier, ou au bout d'un moment, il va y avoir aussi un petit peu un ras-le-bol du public? France Télévisions, absolument. L'AFP aussi qui va lancer sa télé. Alors, tout le monde veut faire une chaîne d'infos en continu parce qu'effectivement, lorsqu'il y a de l'actu, tout de suite, c'est de l'audience. Par contre, n'oublions pas que c'est le programme le plus cher à la télévision. C'est l'info. C'est le programme le plus cher. Par contre, c'est le programme qui donne justement de la visibilité, un corps, une crédibilité. Voilà. Alors, est-ce qu'il y aura trop de chaînes d'infos? Je pense que les choses vont s'équilibrer. On a un gâteau publicitaire de 3,5 milliards d'euros en France. En Allemagne et ailleurs, c'est 4 milliards, c'est beaucoup plus élevé. Donc, on a un gâteau publicitaire qui est très petit. On a beaucoup de chaînes d'infos et qui coûtent très cher. Il y a un moment où tout va s'équilibrer avec le marché. Supposons que LCI passe en gratuit maintenant. Il faut 12 à 18 millions d'euros par an pour être diffusé sur la TNT. Seulement la diffusion. LCI sera dans le rouge pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 8 ans, et ensuite peut-être basculera, mais les choses vont s'équilibrer. Donc tout ça, c'est un jeu dangereux, un jeu financier dangereux, mais effectivement, comme vous le disiez, c'est l'enjeu de la crédibilité et de la visibilité. Alors, ce n'est pas le regard du CSA, je vais poser la question que je vais demander, mais il y a eu 2 traitements différents de l'information pour les 2 faits qui ont marqué l'actualité française. Je parlais de l'affaire Charlie et récemment les attentats du 13 novembre. Alors, est-ce que de vos points de vue journalistiques, l'affaire Charlie a été plus maltraitée ou mieux traitée que l'affaire des attentats du 13 novembre? C'est une bonne question et un bon regard, parce qu'il y a eu un avant et après 7 janvier pour les chaînes d'infos. Pourquoi? Et pour toutes les chaînes d'ailleurs. Parce qu'à partir de ce moment-là, à l'instant T, on était tous les membres du Conseil réunis et j'ai vu quand il se passait ça, je sentais que tout allait basculer. Parce que personne n'a encore été habitué à ça. On ne sait pas comment faire. Et je vais vous dire, entre les chaînes d'infos, les rédactions, le GIGN, le RAID, le ministère de l'Intérieur, personne ne savait comment faire. Personne ne savait comment faire. C'est panique à bord, pratiquement. Panique à bord. Et là, on est en train de vivre une autre série d'attentats où là, on fait un peu de rétention d'informations. On préfère faire de la rétention d'informations pour protéger d'éventuels otages, pour protéger effectivement ce qui se passe, ne pas montrer. Effectivement, parfois,
Regardons pas la dernière tuerie, mais l'avant-dernière tuerie qui a lieu aux États-Unis. Tout l'État et tous les l'audiovisuel ont décidé de ne pas montrer justement le portrait des tireurs. Par exemple, donc il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser et là on sent qu'on est dans une révolution du traitement du terrorisme dans les médias. C'est la raison pour laquelle j'ai fait le 21 novembre toute une journée éducation aux médias sur le traitement du terrorisme. Il y avait plein de journalistes de BFM TV, d'ITélé, avec Ruth Elkrief, etc., David Thompson de RFI qui venaient parler de la façon dont les médias traitent le terrorisme. Et je veux faire ça chaque année, tous les 21 novembre, journée mondiale de la télé. Alors, on va revenir à la Guadeloupe, bien sûr, parce que vous êtes issu du pays et vous avez travaillé ici, vous avez travaillé au CSA. On ne va pas encore vous dire, parler du CSA, mais il y a une vision quand même du paysage audiovisuel guadeloupéen ou même caribéen. Comment vous voyez les choses évoluer? Je sais que la télé, vous avez commencé, n'existe plus, mais depuis, il y a une offre plus large. Souvent, on dit en Guadeloupe, et ça, c'est un point de vue de l'économie des médias, on dit qu'il n'y a pas de place pour 3 chaînes de télévision en Guadeloupe. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est comme on dit, il n'y a pas de place, comme elle disait un peu, qu'il y a pas, oui, il y va, hein, Dany, il est en forme. Hein. Qu'il n'y a pas de place pour plusieurs chaînes d'infos en France. Oui, le marché audiovisuel, le marché publicitaire, il est limité. Oui. Soyons clairs, je veux dire, c'est pas avec 100 000 euros qu'on peut faire une chaîne de télé en France, en Guadeloupe, pardon, ni 200 000, ni 300 000, ni 400 000. Je veux dire, c'est compliqué, ça coûte cher, les salaires, etc. Le marché publicitaire ne peut pas suivre, il ne peut pas suivre. On reste sur une île avec un chômage élevé, voilà, on n'a pas non plus les ressources des États-Unis, par exemple. Après, chacun, moi je me dis aussi que chacun peut trouver ses marques. Il faut aller au combat. Moi je suis une fille de combat. Oui. Il faut aller au combat, mordre, regarder l'histoire de Canal 10. Oui. Combien de fois on a donné Canal 10 pour mort? Et pour autant, Canal 10 a résisté dans un paysage audiovisuel local très compliqué. Donc c'est pour ça que je dis que, attention, il n'y a pas de place effectivement pour tout le monde, mais si on a l'intelligence de la combativité, de la persévérance, de la gestion des coûts, on peut tenir la route. Alors moi j'ai une question un petit peu, je trouvais ça assez, enfin pas cocasse, hein, mais très d'actualité. Quand vous étiez au CSA, vous avez autorisé à prononcer les mots Facebook et Twitter à la télé, c'est ça? Oui, complètement. Il faut dire qu'avec le décret de 92... Aujourd'hui ça paraît tellement naturel. Exactement, ça paraît naturel. Et pourtant, le décret de 92 qui régit la publicité à la télévision, par exemple, là je ne peux pas dire n'importe quel mot, etc., pour ne pas faire de promotion, interdisait par exemple de citer Facebook et Twitter, dire rejoignez-moi sur Twitter ou Facebook, ça voulait dire de faire de la promo pour un réseau social qui lève des milliards de dollars derrière. Donc j'ai dû mener des auditions, une étude pendant longtemps pour permettre aux chaînes et aux radios de surfer un peu avec les mots Twitter et Facebook, avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que c'est des sortes d'archaïsmes en fait qui traînent comme ça. Ça fait partie des petits textes à toiletter en France qui nous empêchent d'être compétitifs au niveau européen, au niveau international. Ben oui, ça fait de la pub, mais les chaînes et les radios ne peuvent plus vivre aujourd'hui sans Twitter et Facebook. Aujourd'hui, un tweet sur 2 concerne justement la télévision. Et je raconte effectivement tous ces dossiers que j'ai traités au CSA qui ont été parfois des premières au monde, et je me suis bagarrée pour que le CSA puisse être innovant. Il y a eu un combat, Christine, qui a été mené, c'était au début de votre carrière, c'est le fameux combat de la visibilité des Noirs, des Blacks, enfin d'une manière générale. Est-ce qu'aujourd'hui ce combat est toujours d'actualité en France dans les chaînes de télévision? Alors c'est pas un combat que j'ai mené, moi. Hein. Non, vous n'avez pas mené, vous êtes arrivé au moment où ce combat se menait. Alors, ça fait des années que ce combat se mène, et la question c'est est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours d'actualité? Oui, c'est toujours d'actualité. Il faut constater quand même que, par exemple, moi je suis arrivée en janvier 2000 à LCI, aujourd'hui on est 15 ans plus tard, 15 ans plus tard, 16 ans plus tard, il y a une évolution au niveau national. C'est-à-dire que maintenant on va voir des journalistes de couleur sur des chaînes d'infos qui sont sur le terrain, qui font des reportages. Avant il n'y en avait pas du tout. Donc on est arrivé à une certaine banalisation des journalistes de couleur. Après, est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Toujours pas. Est-ce qu'on va dans une rédaction de presse écrite et on voit un peu des Noirs et des Arabes, comme dit Memouna Interman, je reprends un peu ces termes? Non. Est-ce qu'on va dans une radio et on voit justement des gens de couleur? Non. Et je disais justement l'autre jour, il y avait une journée sur la diversité au CSA, où je suis intervenue, j'ai dit que même dans une radio où on ne voit pas justement la couleur de peau des journalistes,
c'est important d'avoir des gens de différents horizons, d'origine sociale. Est-ce que c'est admis? Est-ce que c'est compris? Est-ce que c'est admis? Est-ce que c'est admis et compris? Non, par tout le monde, non, pas par tout le monde, parce que justement les rédactions auraient fait un effort plus important. Mais regardez les chiffres qui sont sortis sur les femmes à la télévision française. Il n'y a que seulement 37% de femmes. Ce n'est pas admis pour les femmes, ce n'est pas admis pour les personnes issues de la diversité. Non, il y a encore beaucoup à faire. Ne désespérons pas, les choses avancent, mais il y a encore beaucoup à faire. C'est triste quand même. C'est d'autres que Christine Kelly en fait. Pardon? Une question plus personnelle, mais là, bon, je ne sais pas si on en parle dans le bouquin, je n'ai pas encore lu. C'est dur d'être mère à 46 ans, mais c'est un choix, c'est un désir, c'est une joie. 45 ans, oui, quand je l'ai lu à 45 ans, oui, maintenant j'ai 46. Hein, mais non, c'est un choix, et je trouve au contraire que c'est un bonheur. Lorsqu'on a fait tout ce qu'on voulait au niveau professionnel avant, on s'est fait plaisir. Je suis très maternelle, mais je n'ai jamais voulu être mère très tôt. Donc c'est un vrai bonheur, et je vis un moment indescriptible avec elle qui est dans les coulisses là. La petite Léa, voilà, qui est dans les coulisses et tout. Vous acceptez d'en parler maintenant de votre vie privée comme ça? Non, je ne sais pas parler de le fait d'avoir une fille, ça ne veut pas dire que je parle de ma vie privée. Dernière question peut-être. Non, j'avais une question justement sur les femmes dans l'audiovisuel, mais on en a parlé un petit peu d'Annick. J'avais noté cette phrase à un moment donné, page 186, vous racontez, mais ce qui est le plus surprenant, c'est qu'aujourd'hui, plus de 15 ans après, des amis, eux, journalistes, sur plusieurs chaînes me disent le regard dépité. Christine, ça m'est arrivé encore cette semaine, il suffit qu'il y ait un peu d'actualité et je dois céder ma place à un homme, sous-entendu. C'est un milieu machiste. Alors je raconte beaucoup d'anecdotes comme ça dans le livre, et c'est vrai que j'ai un peu surpris les journalistes de raconter toutes ces anecdotes, mais je trouve que c'était important dans ce chapitre Juste une femme, de montrer qu'encore aujourd'hui, justement, une grosse affaire, l'affaire Mohamed Merah ou l'affaire la tuerie de Charlie Hebdo, tu es une femme, tu es une journaliste sur une chaîne d'infos, à ta tranche d'infos, eh ben on te dit, attends, laisse la place à un homme qui est supposé être plus crédible. Est-ce que c'est normal? On est en 2015. Qu'est-ce qu'elle a de différent, la femme, par rapport à l'homme? C'est pas normal. Donc, effectivement, je raconte aussi comment mon patron à LCI a été très difficile, très dur à mener, mais je raconte plein d'anecdotes, la façon dont il est vraiment pas tendre et limite odieux, il faut le dire. Voilà, exactement. Et dans le livre, j'ai aussi raconté les coulisses de mon livre sur François Fillon. Comment on m'a barré la route, Matignon m'a barré la route pour faire son livre. C'est quelque chose que je n'ai jamais raconté. Donc je raconte un peu toutes les coulisses. En fait, c'est le making-of de Christine. Exact. Ah, excellent. Ah, c'est pas mal ça. Au lieu d'une autobiographie, c'est le making-of. On apprend plein de choses. Ok, en tout cas, on va rappeler la sortie du bouquin et les signatures. Eh ben, cet après-midi, 15h, 17h, à Destréland, librairie antillaise. Demain matin, 10h, 13h, à la librairie générale Jazor à Pointe-à-Pitre. Et demain après-midi, retour à Destréland, 15h, 17h, librairie antillaise. Et on prend mot pour une prochaine visite en Guadeloupe et peut-être une conférence en Guadeloupe sur les médias. Ce serait intéressant. Ah ben avec grand plaisir. Alors, si je vous inviterai. Ah ben avec grand plaisir, avec grand plaisir. Je serai la première à débarquer et j'aurai beaucoup de choses à dire. Vous le sentez? Ça, je suis sûr. Merci en tout cas d'être venu. C'est un plaisir. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Oui, je vous le dédicace. D'accord. Petite dédicace en direct. L'émission c'est du live. Pendant que la pression continue sur le journal. Voilà, on parlait tout à l'heure de l'inauguration du vol New York Pôle Caraïbes. Eh bien, parlons d'une autre inauguration toujours hier avec le lancement du très haut débit Internet par Mediaserve pour les professionnels. La première entreprise a donc été raccordée à Jarry par l'opérateur télécom Mediaserve. Les détails avec ce sujet, il est signé Charlie Dagonia. La fibre, c'est quelque chose de très particulier. La fibre optique, c'est ce que le fil de cuivre était il y a très longtemps avec notre opérateur historique qui s'appelle France Télécom, qui a déployé des réseaux de câbles de cuivre un petit peu dans toute la France, à tous les domaines. L'opération que l'on lance est effectivement une opération à destination des entreprises. L'ambition que nous avons chez Mediaserve et donc au sein du groupe Canal+, est de couvrir donc toutes les entreprises de la zone de Jarry en fibre optique et de leur amener le très haut débit. Ça, c'est une partie de l'ambition du groupe Canal+ dans les télécoms. Mais bien évidemment, et cela a été annoncé il y a quelques temps, le groupe Canal+ a également l'ambition d'amener le très haut débit pour tous dans les départements d'outre-mer. C'est-à-dire que les particuliers sont également concernés par ce déploiement. Traditionnellement et historiquement, effectivement, Mediaserve travaillait avec des entreprises, des grosses
entreprises ou des collectivités. Nous avons réorienté notre stratégie en voulant pouvoir proposer des services à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur implantation sur les territoires et les départements d'outre-mer. Au sens déploiement, au sens mise en œuvre, il n'y aura pas de distinguo entre ceux qui relèvent de l'entreprise ou de ceux qui relèvent du particulier. Nous allons avoir 2 déploiements qui seront faits en parallèle et en fonction des zones géographiques, bien évidemment, il y en a qui seront servis avant les autres en fonction des facilités ou des complications techniques. Mais bien évidemment, nous allons travailler de concert en parallèle sur les 2 marchés à destination des entreprises, à destination des particuliers. 13h26, on tourne une page de publicité. On se retrouve juste après. Restez connectés sur Canal 10. Voilà, 13h33 dans le ZCL et on poursuit avec l'info. Sachez en bref que la Fédération française de tennis a décidé de confier l'organisation du match France-Canada au premier tour de la Coupe Davis du 4 au 6 mars à la Guadeloupe. Danick, une première pour les Antilles, a-t-elle annoncé donc la Fédération. Est-ce que vous savez qu'il y avait un match dans le match, c'est-à-dire un match entre la Guadeloupe et la Martinique? Exactement. Sur cette question et finalement, eh bien, la Guadeloupe l'a emporté. Premier set, oui, voilà. Nous partons à présent pour les étoiles. Et oui, à l'occasion de la fête de la science qui s'est ouverte hier, nous allons découvrir un atelier assez magique pour les enfants, un dôme gonflable qui reconstitue la constellation. Et la constellation vue de Guadeloupe en l'occurrence, ça se passait ce matin au parc d'activités de Jarry. Les images sont signées Yanis Péquignot. Concrètement, c'est un planétarium. Le planétarium, c'est un globe avec à l'intérieur une projection des étoiles. Exactement les étoiles que l'on voit dans le ciel. C'est exactement le ciel de Guadeloupe qu'il y a à l'intérieur. Mais comparé au ciel de Guadeloupe, je peux, en utilisant mes super pouvoirs d'astronome à l'intérieur, accélérer le temps. C'est-à-dire que je peux vous faire comprendre le mouvement de la voûte céleste, c'est-à-dire voir les étoiles vraiment bouger, les trajectoires de la Lune, du Soleil. Toujours grâce à mes super pouvoirs d'astronome, je peux faire apparaître certains trucs qui sont bizarres et difficiles à comprendre, comme par exemple l'écliptique, donc la trajectoire du Soleil et de la Lune, les méridiens célestes, l'équateur céleste, tous ces trucs compliqués, je peux directement les afficher dans le ciel pour qu'on puisse vraiment comprendre à quoi ça sert. Et je peux même faire voyager pour voir le ciel de métropole ou même le ciel du pôle Nord pour les enfants. C'est en même temps très simple et en même temps très compliqué parce que oui, c'est ni plus ni moins que des ampoules halogènes en fait qui sont projetées à certains endroits très précis. Vu que ça reprend exactement le ciel tel qu'il est vraiment, eh bien j'ai une des 2 espèces de grosses demi-sphères avec percées de petits trous et c'est ces petits trous qui vont projeter les étoiles. J'ai aussi des petites lampes torches qui symbolisent les planètes, la Lune, le Soleil et tout ce que je veux afficher. Voilà, des étoiles aux médailles. Hier, la Caisse générale de sécurité sociale, la CGSS, a rendu hommage à ses employés les plus méritants. L'établissement, je le rappelle, emploie près de 1000 agents en Guadeloupe. On revient sur cette remise de médailles. Avec ce sujet, il est signé Charlie Dagonia. Ce projet est né donc d'une volonté pour nous de développer la filière audiovisuelle à Guadeloupe Formation et donc en partenariat avec des ateliers Varan de métropole, nous avons pris la décision effectivement de financer ce parcours de formation de 420 heures. J'ai tourné ça en fait exclusivement à pied en marchant, en accompagnant mes sujets et j'ai joué un peu le rôle d'une steadicam et sans avoir de steadicam. Et que plusieurs, en fait, mes collègues se sont rendus disponibles pour moi quand j'avais besoin du son. Et bon, il y a des moments où je n'avais pas besoin. Voilà, petite erreur au niveau du sujet. Peut-être on le retrouvera plus tard ou pas, ou bien ce soir dans le JT de 18h30. Il y a une séance de rattrapage avec bien vous. sûr, bon, toujours le soir. Toujours. Alors, on reçoit notre 3e invité, 3e femme. Oui, on va se déhancher cette fois-ci. Hein. Que des belles femmes en plus. Et on reçoit pour la 2e fois, donc, Iman. Bonsoir, bonjour. Bonjour. Alors, on vous a fait venir une 2e fois. Pourquoi? Parce que la première fois, on n'avait pas eu le temps de voir votre vidéo, on n'avait pas eu le temps de vous interroger comme il faut. C'était un petit peu furtif. Cette fois-ci, on va prendre le temps et on va d'abord commencer par la vidéo de votre groupe qui s'appelle Al-Masri. Alors, il faut quand même préciser quelque chose, que vous avez été formé en Égypte, oui, avec des professeurs égyptiens essentiellement. De la danse orientale, ce qui est assez rare en Guadeloupe quand même.
Qui se développe de plus en plus, on va dire. Il y a beaucoup plus d'adeptes qu'on ne pense et ça correspond, je pense, à une démarche de développement, on va dire, personnel aussi pour les femmes et de s'approprier son corps, voilà. Ça permet de s'approprier son corps, la danse orientale, plus que les autres danses? Je trouve. C'est vrai ça, Céline? En tout cas, la danse, à la base, c'est prendre conscience de son corps. Et déjà, en ça et en soi, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Mais effectivement, là, c'est quelque chose de peut-être... vu d'un point de vue occidental aussi, peut-être c'est quelque chose de très sensuel malgré tout. Donc peut-être, je suis plutôt d'accord avec cette idée. Cette danse orientale, elle est très différente des autres danses que vous connaissez avant, c'est-à-dire aussi bien le gouka que les musiques habituelles négro-africaines. Est-ce que vous avez eu du mal à entrer dans cette danse orientale? Non, pas vraiment, parce que je trouve qu'on a spontanément la rythmique, la musicalité, je pense, plus facilement que ailleurs, parce qu'on a vraiment cette sonorité du tambour, on a déjà cette oreille qui aide à danser spontanément. On a aussi le déhanché ici spontanément. Le déhanché est aussi, j'ai dit aussi lascif que le nôtre. Différent, mais c'est vrai qu'on utilise quand même le bassin énormément ici et dans la danse orientale on l'utilise. Bon, il n'y a pas que le bassin qui travaille, il y a vraiment toutes les parties du corps qui vont travailler, à la fois la tête, les épaules, le ventre. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire, surtout en termes de folklore, d'accessoires comme ce que vous voyez là, c'est des éventails. Il y a beaucoup de choses différentes dans la danse orientale. Il n'y a pas une danse orientale, il y a plusieurs styles de danse orientale. C'est ça, justement, on met danse orientale, mais en fait, on occulte plein de nuances, en fait, j'imagine. Peut-être des choses très différentes aussi. Selon les pays aussi, chaque pays a sa tradition. Moi, c'est vrai que moi, c'est plus l'Égypte que je pratique. Qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport à d'autres? En fait, la danse égyptienne, c'est la base de toute la danse orientale. C'est la matrice, quoi. C'est la matrice, voilà. Ouais. Après... Parce que c'est vrai que pour les néophytes danse orientale, on pense un peu bêtement peut-être danse du ventre. Oui. Mais c'est pas que ça. Non, mais en fait, c'est vrai que souvent on l'associe à la danse du ventre, mais c'est vraiment pas que le ventre. C'est isoler et assembler des mouvements qu'on peut, par exemple, pour faire simple, il y a plusieurs catégories de mouvements en danse égyptienne. Ça veut dire quand je peux à la fois isoler et faire des vibrations, onduler et faire des vibrations. Isoler un mouvement, ça veut dire que je vais focaliser mon énergie sur une partie du corps. Oui. Voilà. Par exemple, la tête. Donc, la tête. Oui. Ou les épaules. Ou le buste. Ou les hanches. Et après, au fur et à mesure, on va pouvoir mettre des superpositions de mouvements. Donc c'est ça en fait la danse orientale, c'est à la fois travailler sur des rythmiques différentes, ça veut dire que le haut peut être différent que le bas, travailler en accentuation, en ondulation, en haut ou en bas, et essayer à la fois de travailler sur la musicalité et sur la rythmique. Donc c'est vraiment quelque chose de très complet. Alors, ce qui est particulier, c'est que vous étiez en Égypte et vous avez eu on va dire, compétiter avec des Égyptiens. Oui. Ou des Égyptiennes, pardon. Comment ça s'est passé? Parce que vous êtes étrangère, peut-être qu'on vous prenait pour une Égyptienne, je ne sais pas. Si vous avez le physique des Égyptiennes, il y a des noirs de toutes les couleurs là-bas. Comment ça se passait quand vous étiez... Comment s'appelait ce genre de compétition là-bas? C'est des festivals. En fait, il y en a beaucoup qui sont organisés partout dans le monde en danse orientale. Il y a des gens de tous les pays, des Chinois, des Japonais, des Africains, des Antillaises, des Françaises. Et c'est vrai que de plus en plus, ça se développe. Ici, moi, j'ai fait le premier festival de danse orientale qui s'appelle le Mosaïque, en Guadeloupe. Donc, c'était le premier. Et on essaie d'être dans cette logique d'échange aussi et de partage. Et c'est vrai que maintenant, je pense que les mentalités évoluent et qu'on se fiche plus c'est pas parce qu'on n'est pas arabe qu'on danse pas. Enfin voilà. Et c'est vrai qu'au départ, ça peut surprendre. Voilà. Mais les Égyptiens eux-mêmes n'étaient pas surpris de savoir que vous étiez antillaise et que vous étiez dans leur danse. Je pense que de plus en plus, ça se libéralise. Mais c'est même si on a au premier abord une petite approche
de surprise, mais après, quand on danse et qu'on est vraiment dans la musique, je pense que c'est le plus important. D'accord. Et il y avait ces compétitions dont vous parliez dans les festivals? Oui, donc les compétitions, c'est vrai que bon, j'ai participé à plusieurs. Je suis arrivée par exemple à Berlin, deuxième, à Miami, on est arrivé parmi les 3 premiers aussi. Donc, et même la troupe que j'ai créée, on a fait des festivals, on a participé à des concours. J'ai des élèves qui ont participé au concours national de danse, qui ont eu le premier prix en danse orientale. Donc c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus la danse orientale et c'est bien. Et donc vous avez des stages dans votre école, donc ce qui permet, si on n'est pas inscrit depuis le mois de septembre, de venir découvrir aussi, j'imagine, certaines pratiques. Tout à fait. Donc en fait, là, on a ouvert le studio de danse orientale Chimie, donc c'est à Jarry, qui propose de la danse orientale, mais pas que de la danse orientale. On est vraiment axé sur toutes les danses du monde, donc salsa, indienne, orientale bien sûr, tout ce qui est yoga, zumba, enfin vraiment on est sur quelque chose de très éclectique et donc on propose des stages. Donc ce week-end il y aura un stage de samba et de djembel dance, donc la samba Brésil, et le djembel dance c'est comme de la zumba mais sur de la musique africaine. Donc ça c'est samedi 5. C'est-à-dire demain? Demain, exactement. Il est trop tard pour s'inscrire? Non, vous pouvez vous inscrire, venir sur place, essayer. C'est vraiment l'occasion. Elle est où l'école? À Jarry, hein? Au village de Jarry. Au village de Jarry. Oui. Donc c'est l'occasion vraiment de tester, voilà, autre chose et pourquoi pas de s'inscrire après. On va avoir après mercredi un stage de danse orientale avec une prof qui vient de Évian, qui va proposer vraiment une découverte du langage du corps avec la danse orientale. Donc c'est l'occasion d'essayer et pourquoi pas après de s'inscrire sur des cours réguliers. Cette même prof qui s'appelle Laurie, qui va organiser avec moi ces stages, sera aussi sur Basse-Terre le 12 décembre et on va axer vraiment plus sur le folklore égyptien, sur la découverte de différents styles de folklore. Et aussi le 19 décembre on aura un stage de kizomba, donc on est vraiment dans quelque chose vraiment on est dans la diversité, c'est ce qui est bien en fait dans le studio, c'est de proposer des choses différentes et pour que chaque personne puisse trouver quelque chose qui lui convienne et travailler dans ce sens. Oui, et ça fait du bien encore, j'imagine. Exactement. Oui, en tout cas, on va vous retrouver. Alors, c'est le 19, le stage, c'est le 19, c'est ça? Alors, le 5, donc demain. Le 5 demain, oui. Le 9, le 12 et le 19. Donc, il y a 4 dates. Pas encore de spectacle. Alors, un spectacle pour Noël, on va proposer avec ma troupe un petit spectacle au village de Jarry parce qu'il y a des l'oriental ou de l'oriental. Ah non, pas du kizomba. Non. Donc là, c'est le 20 décembre, c'est l'après-midi, c'est un dimanche après-midi, il faut venir en famille, c'est un conte pour les enfants et il y aura de la danse et à la fois du conte. Et stage de kizomba, il faut venir à 2 ou on peut trouver partenaire sur place? Il faut venir à 2 ou seul. On s'inscrit, ok. Oui. Ça marche. Elle est inscrite, elle a pris note et elle sera parmi nous. En tout cas, Iman, merci d'être venu. Et puis, on rappelle donc dès demain ce stage. Et puis, les jours qui viennent, on va peut-être le rappeler. Puis, on aura peut-être l'occasion de venir voir. Et puis, de faire un reportage sur ce type de danse orientale dans notre pays. On continue. Il est pratiquement 13h. Et je ne sais pas, Danick, il est 13h46 et on va terminer le journal avec ce dernier sujet. Ce sont des images pas très réjouissantes et qui dénotent en pleine COP21 des immondices tellement nombreux qui barrent la route et empêchent les automobilistes de circuler sur le chemin. Ça se passe, non, pas aux États-Unis, tout près de chez nous, à Sainte-Anne Street, hein, si on peut dire. Ça se passe donc à proximité de la boîte de nuit, le People. Les images ont été prises par un de nos cadreurs, Maxime Morel, ce matin. Oui. Nous avons été informés très tôt par des riverains qui ne pouvaient pas accéder à leur domicile qu'un dépôt d'ordures, de déchets de tout genre avait été déposé sur la route de Tikens. Lorsque nous sommes arrivés, nous nous sommes rendus compte qu'il s'agissait en fait pour nous d'un acte de malveillance ou d'incivilité. Nous ne comprenons pas qu'aujourd'hui que nous avons une déchetterie qui est ouverte
et qui acceptent les ordures ménagères, qui acceptent les déchets ménagers, que des gens puissent se permettre de tels actes, que nous condamnons formellement. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, où on essaie d'avoir une ville propre, que des gens sortent d'où ils viennent pour venir salir la ville comme cela. Par ailleurs, il va falloir enlever tout cela. Ce sont des dépenses que nous n'avions pas prévues, alors qu'il était tellement plus simple, si cette personne avait besoin de déposer ses ordures, d'aller à la déchetterie qui est ouverte et qui accepte les déchets. Et qui est à 2 pas d'ici. Donc c'est la raison pour laquelle nous qualifions cet acte d'acte d'incivilité ou voire même de malveillance. On a été prévenu vers 7 h du matin qu'il y avait un dépôt d'ordures sur la route de Le Merle, au centre de Sainte-Anne. Donc à ce moment-là, on a fait diligence pour prévenir la police pour qu'elle commence à mener son enquête. Et on a mis en attente une équipe pour enlever les détritus. Donc il y a à peu près un camion de détritus qui a été versé en pleine chaussée, donc qui a coupé la circulation. Et on est un peu désolé de voir ce genre d'acte, puisque c'est gratuit, ça mobilise des personnes pour rien. Voilà, donc ça prouve encore quelques incivilités encore aujourd'hui chez nous. Voilà, ça c'était le carton jaune du jour. Même rouge. Carton rouge du jour. Carton rouge, exemple à ne pas suivre, et soyez un petit peu plus respectueux de l'environnement. Nous sommes, comme dit Céline, en pleine COP 22 déjà d'ailleurs. Oui, c'est ça. Et réellement, quel que soit le moment, de toute façon. Il aurait été réglé. En tout cas, on vous remercie. Il est pratiquement 13h48 dans le ZCL de ce vendredi. C'est le début du week-end. On se retrouve probablement dans le week-end dimanche pour les informations liées aux élections, puisque vous savez que ce week-end ont lieu ces élections régionales. Toutes les équipes de Canal 10 seront mobilisées, notamment à la préfecture et dans toutes les communes. Et puis vous aurez ces résultats en direct sur le plateau en bas. Pas sur ce plateau-là. Et quant à nous, on se retrouve lundi, Céline et moi, dans le ZCL, pour un spécial élection. On va débriefer un peu sur ces élections qui ont mobilisé quand même beaucoup l'attention et fait couler beaucoup de salive. Voilà, il est pratiquement 13h49. Tout juste. Tout juste. On a fini. On dit merci à Iman d'être venu. Merci pour l'invitation. Et puis à très bientôt. Oui. Et Céline à lundi. À lundi, Danick. Nos problèmes, nous sommes là. Salut, c'est fini.